Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre podcast Le Pharmapreneur et plus spécifiquement dans cette série de vidéos que j'ai décidé d'appeler Journal d'une installation saison 2. Pourquoi la saison 2 ? Tout simplement parce que c'est la deuxième saison durant laquelle je vais te raconter ce qui se passe dans nos différents investissements, donc la pharmacie des Emmurés et la pharmacie de Pavie. Et puis également je vais te décrypter comment se passe ce nouveau projet que l'on a pris à bras-le-corps avec Alexis et avec Marc-Antoine, à savoir la création, la reprise de cette nouvelle pharmacie avec un objectif de regroupement, de fusion, de déplacement de nos deux structures à Pavie dans un seul et même local pour construire une entité unique, dynamique, cohérente. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine du journal d'une installation ? Alors, auprès de mes collègues des Emmurés et de Pavie, finalement pas grand-chose. Pharmacie de Pavie, Hélène, on a eu pas mal d'interactions, notamment en rapport avec le projet d'Alexis. Mais bon, la grosse thématique, c'est que dans une semaine, on se retrouve avec Hélène au sein de notre structure pour faire son bilan à N+2. Alors bien évidemment, sur ces derniers jours avec Hélène, on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de communication sur l'analyse de ces premiers chiffres bruts, on va dire, en dehors de l'analyse comptable, discussion un petit peu sur l'évolution de sa fréquentation, l'évolution de sa marge, l'évolution de son volume de marge, quels peuvent être éventuellement les axes de développement. Bref, une première approche, un premier décryptage. On va faire le rendez-vous et puis derrière, il va y avoir un deuxième décryptage avec une analyse plus approfondie des axes de développement au regard de ce que va pouvoir nous dire François-Xavier, de façon toujours à avoir la même dynamique d'optimisation, de développement de la pharmacie d'Hélène. Concernant la pharmacie des Emmurés, pas grand chose à dire. Max, il suit son travail, il suit son développement personnel, son cheminement professionnel. Il est toujours très investi dans le process de transfert, bien évidemment, et de développement de sa boîte. Le but, je te l'ai déjà expliqué, c'est tout simplement d'optimiser son outil de travail actuel pour maximiser la rentabilité, diminuer les charges, diminuer le stock, optimiser les rentrées d'argent finalement, maximiser l'actif, diminuer le passif, obtenir le meilleur résultat possible de façon à ce que d'ici quelques mois, on puisse se présenter auprès des banques avec un premier bilan finalement, et puis solliciter ces mêmes banques pour obtenir un prêt dans le cadre du transfert de la structure de Max, de façon à pouvoir obtenir un outil cohérent, performant, dynamique. Alors bien évidemment, il va y avoir de nombreuses étapes dont je te parlerai dans ce podcast. Mais bon, la première étape, c'est déjà de concrétiser, de développer sa boîte. Alors j'ai eu un long échange par mail ce week-end avec Maxime. Je pense que dans les prochains jours, je ferai le déplacement jusqu'aux Emmurés pour discuter avec lui un petit peu, pour voir, pour échanger sur tout ce qui est stratégie, affiner un petit peu son approche entrepreneuriale. Après, je ne doute pas que Max fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il doit. Je pense qu'il a besoin d'être rassuré, je pense qu'il a besoin d'être guidé sur certains points et c'est avec plaisir que je le ferai dans les prochains jours. Plus particulièrement maintenant, parlons du projet d'Alexis, donc celui qu'on va nommer le projet Pavie bis. Comme tu le sais, depuis une semaine, on a lancé les hostilités et on a envoyé l'ensemble des dossiers bancaires aux banques avec lesquelles on a décidé de travailler, à savoir la Caisse d'épargne, la BNP, le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais. Gilles Andrieux, de par sa connaissance, a décidé de prendre en charge l'entretien avec Interfimo, avec le Crédit Lyonnais. Je lui laisse. Pour moi, Interfimo, c'est un acteur incontournable de l'analyse bancaire, du soulèvement de dossiers, de la pertinence. C'est un acteur que l'on ne peut pas négliger dans un process d'achat. Je ne sais pas s'ils vont être partenaires, je ne sais même pas en fait dans quelles conditions ils peuvent être partenaires, mais en tout cas je sais que ne pas leur présenter serait une erreur. Gilles, je pense, va très bien présenter ce dossier. Je pense qu'il a des intérêts communs avec l'Interfimo également pour que ça se passe bien. Moi, je lui fais confiance. Interfimo, c'est une grosse structure. Ils ont des capacités d'analyse qui sont importantes. Et je dirais, au pire, même si on avait un retour négatif de la part d'Interfimo, cela nous permettrait d'affiner notre perception.
Alors, l'envoi des dossiers s'est fait donc semaine dernière. J'ai eu tous des retours pour me dire qu'ils avaient bien reçu les différentes pièces. On a d'ores et déjà fixé des rendez-vous semaine dernière pour cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine? Eh bien, lundi déjà, avec Marco, avec Hélène, on avait rendez-vous avec le cabinet Gaumont, donc notre cabinet d'avocats, de façon à réfléchir un petit peu au montage que l'on va pouvoir faire pour les différentes sociétés et surtout comment elles vont coexister. Si tu suis ce podcast, tu le sais, donc on a une SPFPL, une holding, qui chapeaute actuellement notre CELAS, le Paradigme, c'est celle qui gère la pharmacie du Manoir. Elle est également engagée dans l'investissement dans la pharmacie des Emmurés, avec un rapport de 49% pour nous et 51% pour Maxime, par le biais d'une SPFPL. Et on a également une intrication dans la pharmacie de Pavilly d'Hélène, avec ce même rapport de 49-51, 49 pour notre SPFPL, 51 pour la SPFPL DN. Légalement, une holding, une SPFPL, ne peut détenir plus de 3 participations dans des pharmacies. Donc techniquement parlant, notre SPFPL actuelle, Flashpoint, elle est out pour participer à l'investissement dans la pharmacie d'Alexis. Alors, s'offrent à nous plusieurs possibilités. La première, la plus évidente, c'est d'actionner notre SEL. Parce que si une SPFPL ne peut détenir que 3 participations, il est bon de savoir qu'un pharmacien, lui, peut en détenir jusqu'à 5. Et donc, dans ce cas-là, on peut le faire directement via notre SEL. Cela relie l'activité de notre pharmacie à l'activité de la pharmacie d'Alexis. C'est un schéma simple, facile, qui serait intéressant dans le cadre où on n'aurait pas la volonté de finalement de regrouper les deux structures. Sauf que c'est ce qui nous intéresse, nous on veut regrouper les deux structures. Par ailleurs, et tu l'as compris, 5 pharmacies, en tant que pharmacien, on veut se garder la possibilité d'éventuellement développer un gros projet avec le support du manoir. Un projet, je dirais, qui nous impacte personnellement, qui nous intéresse personnellement. Un vrai gros projet. Du coup, avec Maître Gaumont et son collaborateur, on a essayé de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui serait le mieux et au bout d'une heure de discussion, ce qu'il dessinerait comme étant le plus pertinent, c'est finalement de créer une nouvelle SPFPL, rattachée, elle aussi, avec la selle du manoir. Cette SPFPL, elle serait amenée à investir dans la pharmacie de Pavilly d'Alexis. Premier bloc. En parallèle de ça, on serait amené également à déplacer la pharmacie d'Hélène dans cette nouvelle SPFPL. Le but, au final, c'est de fusionner les deux structures pour n'en regrouper et n'en faire qu'une seule, toujours attachée à cette SPFPL. Mais on ne sait pas quand. De séparer notre SPFPL Flashpoint de son affiliation avec la selle, finalement, et de garder en substance la SPFPL Flashpoint rattachée à l'investissement de Max, nous donner la possibilité de réinvestir donc, dans une grosse structure qui nous intéresse à titre personnel, et d'avoir les 2 pharmacies de Pavilly, futures une pharmacie de Pavilly, sur une SPFPL autre, qu'on va nommer par exemple Paradox. Tel est le dessin que l'on a envisagé au jour où je te réalise cette vidéo. Cela s'affinera sûrement dans le temps et je t'en reparlerai. Rendez-vous d'1 heure. En parallèle de ça, lundi, nous avons eu une discussion avec notre comptable pour voir un petit peu, aussi dans le cadre d'un gros projet qui pourrait nous intéresser, comment on pourrait réendetter le manoir. Parce que le but, en fait, c'est de voir aussi quelle liquidité, grâce au manoir, on peut réussir à dégager pour éventuellement préparer un futur gros projet. Alors, ce que je te dis là, c'est
avec une vision hypothétique. On a pris l'habitude avec Marc-Antoine de ne pas réfléchir, je dirais, à l'instant T, mais d'avoir une projection avec 2 ou 3 coups en avance, parce que dans des montages de société, il y a un moment donné où tu te rends compte que si tu n'as pas une projection sur ton avenir, en tout cas ce vers quoi tu veux te diriger, alors il faut être excessivement cohérent avec qui tu es, avec ce que tu veux, finalement les choix que tu fais à l'instant T peuvent être contre-productifs par rapport à ce que tu veux pour plus tard. À l'inverse, les choix que tu peux faire en ayant la vision de plus tard peuvent paraître complètement dénués de sens par rapport à ce que tu es en train de réaliser. En gros, je te la fais simple, tu achètes un titre individuel, une pharmacie, soit tu investis directement sous forme de SEL et tu en es propriétaire direct, soit tu le fais par le biais d'une SPFPL parce que au final, tu as d'ores et déjà l'idée que tu vas investir dans d'autres boîtes, qu'éventuellement tu vas te faire remonter des dividendes, que tu veux limiter les fractions fiscales, bref, tu as déjà une vision un peu construite. Inutile sur le moment. Mais finalement, pas si inutile que ça, déjà coordonnée, déjà prête pour faire feu le jour où tu en as besoin. Donc ça, c'était ce premier rendez-vous. On a eu également un gros rendez-vous, du moins Alexis et Gilles Andrieux ont eu un gros rendez-vous avec Interfimo. C'est un échange qui a duré quasiment 2 heures. Qui s'est a priori, et d'après Alexis, plutôt très bien passé. Et puis, on a eu également un autre rendez-vous avec le Crédit Agricole, avec Laurie Degardin. Rendez-vous qui a duré quasiment 2 heures et pour lesquels on a pas mal échangé. Alors, qu'est-ce qui se passe durant un rendez-vous bancaire ? Je vais te l'expliquer un petit peu de façon à commencer un petit peu à décrypter. Et puis, si jamais tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo. Je te donnerai un maximum d'informations sur comment se passe un rendez-vous bancaire. Donc là, en substance, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, elles ont déjà le dossier bancaire. Donc techniquement parlant, elles ont déjà analysé tous les éléments financiers de cette boîte. Si normalement elles ont déjà fait bien leur travail, elles sont en capacité de maîtriser tout ce qui est plan de financement, etc. Petit conseil aussi en parallèle que je me permets de te dire, lorsque tu envoies tes dossiers bancaires à différentes banques, alors c'est normal d'envoyer à différentes banques, ça c'est tout à fait logique, il faut faire jouer la concurrence, il faut voir un petit peu tout ce que les banques proposent et puis finalement, en fonction des retours qu'elles peuvent te faire, tu t'amélioreras, je dirais, dans l'échange que tu auras avec les autres interlocuteurs. Par contre, lorsque tu envoies un mail, prends garde, n'envoie pas un mail commun à tous les interlocuteurs bancaires, prends le temps d'envoyer un mail par banque, par interlocuteur. Alors certes, tu vas faire jouer la concurrence, ne t'inquiète pas, ils sont bien au courant, mais je pense et je trouve que d'un point de vue humain, c'est leur exposer d'une manière un peu vulgaire, un peu dure, finalement, cette mise en concurrence. N'oublie pas qu'avant d'être des banques, c'est des humains qui vont traiter d'autres dossiers. Et comme tout humain, ils ont une certaine forme de susceptibilité et qu'il faut savoir ménager cette susceptibilité. Donc, pour revenir au rendez-vous avec le Crédit Agricole, comment ça s'est passé ce Crédit Agricole? Alors déjà, Gilles Andrieux a fait une présentation succincte du projet de reprise, du projet éventuellement de déplacement, de transfert, de fusion. Ensuite, il y a eu Alexis qui a fait une présentation de qui il était, quel était son parcours professionnel, comment s'était passé sa manière d'agir au sein de ce projet, parce que finalement, en fait, depuis le mois de janvier, Alexis travaille seul sur l'analyse de ce dossier pour en vérifier la pertinence, pour explorer toutes les pistes. C'est lui qui a fait tout ce travail d'échange avec Marie, de récupération de pièces. C'est lui qui a analysé, qui a regardé la pertinence, qui a essayé de regarder un petit peu comment il pouvait se financer. Nous, en tant qu'investisseurs, finalement, ça nous a été proposé très tardivement, finalement. On est arrivé très tard dans le projet, je dirais à partir du moment où Alexis avait déjà une vision très construite de ce qu'il voulait faire, quasiment, on peut le dire, quasiment au moment du compromis.
Voilà, et donc Alexis a pu présenter qui il était, comment il s'est investi, comment il maîtrisait le dossier. On s'est présenté, alors nous ça a été relativement simple parce que finalement des rapports avec le Crédit Agricole on en a déjà depuis longtemps, en tout cas ça fait déjà, c'est notre 4e dossier finalement qu'on fait avec le Crédit Agricole, qu'on étudie avec le Crédit Agricole, mais il n'empêche qu'on a besoin de se présenter, pour présenter finalement en fait ce qui va être l'essence même de notre interaction. Alors nous on a toujours eu à cœur d'être un partenaire financier, ça c'est une évidence, mais aussi et surtout un partenaire logistique, administratif, intellectuel, soutenir humainement la personne dans le projet. Et puis on leur expliquait aussi quelles étaient nos ambitions par rapport au développement de cette boîte, par rapport à son intrication avec Hélène, comment d'ores et déjà on avait commencé à en parler avec Hélène pour réunir, pour formaliser un petit peu le regroupement de ces 2 structures. Ensuite, le Crédit Agricole a été amené à poser un certain nombre de questions sur le développement de la boîte, sur comment on allait réussir à la faire grossir, comment on allait l'intention de faire fonctionner les 2 entités, parce que il n'empêche que le Crédit Agricole est déjà financeur de la pharmacie d'Hélène. Ils sont inquiets de savoir si finalement notre investissement dans cette pharmacie ne va pas entrer en conflit avec notre investissement avec Hélène. Donc il faut les rassurer, il faut leur expliquer que finalement c'est une meilleure maîtrise du secteur, c'est une proposition qui va se retrouver être élargie, c'est une dimension cohérente dans la mise en place de services entre les 2 pharmacies, et finalement c'est la préparation douce, idéale, du regroupement de ces 2 structures avec le développement de chacun des pharmaciens avec leurs compétences, et puis la réunion à un moment donné de ces 2 structures pour générer un pôle commun avec 2 pharmaciens entrepreneurs dynamiques, et avec des compétences complémentaires. Mardi, nous avons eu le regret d'avoir le retour négatif de la part de la Caisse d'épargne nous disant qu'ils n'étaient pas intéressés pour financer ce projet. Alors, pas de problème, moi à mon niveau, j'ai eu un échange avec Monsieur Moulin là-dessus, donc qui est un des responsables du pôle professionnel. Alors c'est vrai que j'ai dans la tête la sensation que la Caisse d'épargne nous fait subir, payer le fait qu'on n'a pas retenu leur offre pour le dossier de Max, alors que la Caisse d'épargne avait énormément investi de temps dans ce dossier. Alors moi, à titre personnel, je respecte énormément l'implication de Monsieur Moulin et tout ce qu'il a pu faire pour le dossier de Max. Après, comme je lui avais expliqué à l'époque, oui, je respecte et je respecterai toujours en fait tout ce qu'il a fait. Oui, je respecte également son analyse, la pertinence des éléments qu'il a pu mettre en avant. Mais quel type d'investisseur, quel type de conseil je serais si j'avais choisi la Caisse d'épargne, pas eu égard aux conditions de travail, pas eu égard aux services qu'ils peuvent proposer, mais plus par rapport à mon émotionnel. On est là pour faire du business, bien évidemment. On est là pour faire des choix qui sont pertinents dans la durée, qui vont permettre aux collaborateurs qu'on assiste dans son installation et dans son développement d'avoir les meilleures armes pour tenir dans la durée. Et en l'occurrence, là, c'était le Crédit Agricole qui nous les proposait. Alors je pense effectivement que la Caisse d'épargne nous en veut. Alors je pense qu'il y a également beaucoup de contexte et c'est pour ça que je n'en veux pas à la Caisse d'épargne. Les banques, comme tout type d'entreprise, subissent la conjoncture économique, des réductions de personnel, des sollicitations de plus en plus importantes, une demande d'immédiateté de la part de leurs clients respectifs. Finalement, peut-être aussi une perception comme quoi ils sont peut-être pas forcément les mieux placés pour ce type de dossier parce que le Crédit Agricole finalement est déjà positionné dans la pharmacie d'Hélène. Bref, comme tout type de structure économique, commerciale, ils priorisent leur action, ils priorisent leur capacité de travail et je pense que très clairement, ils avaient peut-être un peu de ressenti, ils ont vu qu'au niveau du challenge, ça allait être compliqué d'être vraiment crédible. 3, ils priorisent tout simplement leur énergie sur des dossiers qui risquent de passer. Et donc, ils nous ont fait un ban. Voilà où on en est au niveau de la Caisse d'épargne. En ce qui concerne la BNP. Alors la BNP, c'est un petit peu plus subtil. On a eu une discussion donc avec
Monsieur Singre, qui est le représentant professionnel de la BNP. La BNP, nous, c'est notre partenaire financier numéro 1 au sein du manoir. Difficile de passer sans, en tout cas moi je n'ai pas la volonté de passer sans. Après, je pense qu'on se retrouve avec la même problématique pour la BNP que pour la caisse d'épargne, c'est-à-dire conjoncture, problème de personnel, problème de temps, problème d'énergie, problème de légitimité. Et donc la BNP, je ne suis pas forcément sûr qu'il soit particulièrement intéressé par ce dossier. Personnellement, je ne serais pas surpris si jamais la BNP venait à nous dire non, en fait, finalement, on ne va pas vous faire de proposition. Sauf que la BNP, contrairement à la caisse d'épargne où ils ont vraiment aucun rapport avec nous, ils ont un rapport vraiment direct avec nous. On est client, très bon client chez la BNP, et c'est un rapport commercial. Ils ne peuvent pas se permettre de te dire non. En tout cas, tu verras, en fait, dans un contexte comme ça, quand tu es très bon client dans une banque, et que finalement, le dossier que tu leur présentes, ça ne les arrange pas, ils vont faire en sorte de ne pas te dire non. Mais ils vont mettre en place le principe de frottement. Alors, je l'adore en ce moment, je saoule mes collègues avec le principe du frottement. Mais finalement, le principe du frottement, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est créer une dynamique, un ensemble d'éléments qui font que finalement, c'est le client qui renonce et que ce n'est pas le commerce qui refuse. En l'occurrence, qu'est-ce que fait la BNP ? La BNP dit « Ok, on a bien réceptionné votre dossier, ça nous convient, on va l'étudier, mais pour qu'on l'étudie, il nous faut des pièces complémentaires. » Alors, pourquoi je dis que c'est du frottement ? Tout simplement parce que le dossier que le cabinet Espace a réalisé, il est complet. Le dossier Espace, ça fait des années qu'ils réalisent des dossiers bancaires, ils sont de qualité, c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille avec eux. Ils savent très bien ce qu'il faut. Éventuellement, il peut manquer 2-3 éléments, comme par exemple le Crédit Agricole qui nous a demandé les derniers bilans de notre SPFPL et de notre SEL, et ça c'est normal, on ne les avait pas, le dossier bancaire n'était pas fourni par ça. Par contre, la BNP, elle nous demande des éléments de situation personnelle. Pour le futur pharmacien exploitant, pourquoi pas, effectivement, il n'a pas vraiment de ligne de crédit chez eux, ça s'entend. Là où ça devient un petit peu plus litigieux, c'est lorsqu'ils demandent des éléments personnels pour les investisseurs. Alors ils demandent les bilans de nos SPFPL, ils demandent nos placements financiers, ils demandent nos supports de compte d'un point de vue personnel, ils demandent un certain nombre d'éléments personnels. Et là, c'est là où il y a un problème qui se crée, parce qu'en fait, finalement, ils mélangent, en tout cas pour la partie investisseur, le professionnel et le personnel. Parce que finalement, en fait, c'est notre entité, la SPFPL, qui va investir, c'est pas nous. Notre SPFPL, elle a prouvé sa qualité parce que, et la BNP le sait, on lui remonte tous les ans des dividendes de notre activité de SEL. Donc, la SPFPL est, entre guillemets, je mets des gros guillemets, riche des remontées de trésorerie de notre SEL. Donc ils savent qu'on a de l'argent dans notre SPFPL. Et c'est la SPFPL qui va investir. C'est la SPFPL qui reçoit aussi toutes les dividendes annuelles de la SEL, qui est terminée de rembourser. Bref, aucun problème de finance. Mais ils demandent des éléments personnels. Et ça, nous, on n'est pas prêt à leur donner. Alors, on va se lancer dans un débat animé, je dirais, avec la BNP, pour leur faire comprendre qu'il y a des demandes qui sont légitimes et d'autres qui n'en sont pas, et qu'il va falloir qu'ils assument soit le fait d'étudier un dossier avec des éléments qui sont normaux, naturels, je dirais, soit qu'ils ne veulent pas étudier le dossier, mais là, dans ces cas-là, il va falloir qu'ils l'assument et qu'ils nous le disent très clairement, et pas qu'ils essayent de créer cette espèce de sensation de frottement. Voilà donc pour la BNP. On va voir, on va attendre, peut-être que les futures semaines vont contredire ma sensation, mais pour le moment c'est un peu l'association que j'ai, c'est-à-dire que ils nous demandent tout un tas de pièces, ils savent très bien qu'on ne va pas être d'accord, et que le jour donné, ils nous diront écoutez, on était prêt à étudier, mais comme vous n'êtes pas prêt à nous transmettre l'ensemble de vos pièces, on ne l'étudiera pas. Voilà. Donc voilà pour cette semaine. Pour l'instant, on est dans une phase d'audit bancaire, donc dans les faits, la caisse d'épargne, c'est mort. Le Crédit Agricole est en pleine réflexion, Interfimo est en pleine réflexion.
La BNP, on a transmis toutes les pièces, un rendez-vous est pris et donc on va pouvoir en échanger prochainement. On verra un petit peu comment va s'orienter la discussion au regard des pièces qu'on a envoyées et des pièces qu'on ne souhaite pas envoyer. Le montage sociétal est en cours, les statuts sont en cours de réalisation, le pacte d'associés est en cours de réalisation. Bref, tout ça, ça avance. Reste plus qu'à attendre une quinzaine de jours pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des personnes qui nous ont sollicité pour nous proposer un local commun pour la pharmacie, donc d'ici une quinzaine de jours. Bref, semaine prochaine et dans les prochaines semaines, j'aurai encore pas mal de choses à te véhiculer sur ces vidéos du journal d'une installation saison 2. Je te dis à très bientôt pour plus de contenu et si jamais tu veux plus d'informations, si jamais tu veux que je développe des sujets, n'hésite pas à me les noter en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt sur ton podcast Le Pharmapreneur.